Bonjour à tous nos participants. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH RH Matin sur le thème « Comment Maïf s'appuie sur Blixo pour faire de son dispositif d'écoute un levier de transformation au service de l'engagement et de la performance ». Alors, nous allons avoir un ensemble de précisions sur ce dispositif innovant. Du coup, cette session de webinaire sera centrée autour de ce retour d'expérience qui porte sur la collaboration entre Groupe Maïf, le groupe d'assurance mutualiste, et Blixo, la plateforme dédiée à l'engagement, l'expérience salariée et le développement RH. Alors, je me présenterai rapidement. Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin, également en charge des technologies pour Newstank RH. Et je vais laisser le soin à nos intervenants de présenter leur profil et leur structure. Alors, nous avons tout d'abord Evelyne Leroux-Barès, directrice générale adjointe des richesses humaines. D'ailleurs, je m'arrête tout de suite sur cette fonction. Pourquoi avoir choisi les richesses humaines plutôt que les ressources humaines ? Bonjour à tous, bonjour Philippe. Oui, effectivement, c'est souvent un nom qui interpelle et dont je suis assez fière, que j'aime beaucoup. Et je trouve en tous les cas, il traduit pour moi l'attention qu'on porte à nos collaborateurs et effectivement qu'on considère comme des richesses et pas des ressources au sens productif du terme. Et j'espère aussi que dans la matinée, vous aurez l'occasion, à travers le baromètre, de comprendre ce que ça veut dire plus concrètement pour nous. Mais en tous les cas, ce mot-là, c'est ça qu'il porte en lui. Merci beaucoup, Evelyne. Je vais introduire le deuxième intervenant, Stéphane Valeur, qui est le PDG de Blixo. Stéphane, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Evelyne, bonjour à tous. On viendra vers vous pour vous nous présenter les activités de Blixo et l'ensemble de vos solutions. Evelyne, je me propose de revenir vers vous pour avoir une idée globale du périmètre du groupe Maïf. Naturellement, on connaît cette marque, tout le monde connaît cette marque de notoriété publique, mais finalement, on n'est pas sûr finalement de connaître l'étendue de l'ensemble de vos activités. Et donc, je vous laisse le soin de présenter le spectre des activités de groupe Maïf. Très bien. Alors, on va basculer sur le slide, mais peut-être avant que je puisse vous dire, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, la Maïf, c'est évidemment une mutuelle d'assurance qui, le petit « i » veut dire instituteur français, puisqu'effectivement, à l'origine, la Maïf a été créée en 1934 par des instituteurs et pour des instituteurs, avec cette volonté finalement de créer une mutuelle pour cette catégorie de personnes. On est aujourd'hui ouvert à évidemment bien au-delà des instituteurs et des professeurs. Tout le monde peut souscrire un contrat d'assurance à la Maïf dès lors qu'il partage nos valeurs et nous sommes devenus en 2020 une des premières entreprises à mission. Donc, sur ce petit slide, peut-être très rapidement, le cœur du métier de la Maïf, c'est bien entendu l'assurance de biens et de personnes. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge à travers Maïf, notre filiale Maïf Vie, qui est sur les produits d'assurance de personnes, Altima Assurance. Et puis, nous avons aussi, bien entendu, une myriade de filiales qui sont là en fait pour, sur la partie gauche, je dirais que c'est tout ce qui est lié à nos solutions financières. La partie de droite, c'est tous nos investissements et tout ce que l'on peut faire en matière d'innovation. Donc Maïf Avenir, qui est un fonds d'investissement qui soutient les startups. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs avec Stéphane par rapport à Blixo. Maïf Impact et Numa également, que nous avons racheté récemment et qui est une filiale qui est sur tous les enjeux de formation auprès du management et du leadership, et puis des fonds et des fondations pour la recherche et pour la prévention. Voilà en quelques mots le panorama de la mutuelle. Quelques chiffres. Retenez que nous avons un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Donc, le chiffre d'affaires dans une société d'assurance, ça veut dire tout simplement les cotisations. On a 3 millions de foyers assurés, ce qui représente 8 millions de bénéficiaires, parce que souvent dans un foyer, il y a évidemment des enfants. On est le premier assureur des associations et des établissements publics.
On représente au total, il y a 8000 salariés au sein de la Maïf qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Notre siège social est à Niort. Donc, à Niort, on est à peu près 2500. Et le reste de nos salariés sont répartis partout sur le territoire national, au plus proche finalement de nos sociétaires. Et puis, le dernier chiffre qui me paraît important de partager avec vous et qui est un chiffre aussi qui dit quelque chose de la qualité de la relation qu'on a et qu'on maintient et qu'on nourrit avec nos sociétaires, c'est que depuis 2004, nous sommes numéro 1 sur le podium de la relation client, tout secteur d'assurance confondu. Donc voilà, en quelques mots, une présentation de la Maïf. Merci beaucoup, Evelyne, pour l'ensemble de ces éléments. Je regarde aussi, je note sur le slide l'effectif de groupe Maïf, 8000 salariés, et naturellement, ça va être utile pour la suite du webinaire, compte tenu du dispositif d'écoute que nous allons présenter. Et c'est certainement un indicateur que je reprendrai pour présenter ce dispositif d'écoute salarié. Merci beaucoup, Evelyne. Stéphane, on va se tourner vers vous pour avoir une présentation des activités de Blixo. Alors, naturellement, vous n'avez pas l'historique de groupe Maïf, mais c'est ce que je vous souhaite d'abord. Après tout, merci. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation des activités de Blixo ? Avec plaisir. En fait, nos clients nous utilisent pour accélérer leur transformation, soutenir l'engagement de leurs collaborateurs et puis développer la performance, finalement, tout simplement. On a développé une suite de 5 outils parce qu'on pense que ce n'est pas avec un seul outil qu'on peut résoudre le problème. Les 5 outils ne sont pas nashés. Et finalement, ces 5 outils captent des datas, sont des flux de feedback différents, captent des datas. Ces datas, on les passe dans des algorithmes, on les anonyme pour certains modules, d'autres pas. Et on restitue aux différentes parties prenantes, les collaborateurs, les managers, les RH, les dirigeants, les équipes en tant que telles, de la data, de l'intelligence, de l'analyse, qui leur permet de mieux faire leur travail, mieux interagir entre eux, mieux travailler ensemble. Donc en fait, les principaux cas d'usage, c'est pour améliorer par exemple le climat social, pour travailler sur la rétention, pour développer l'agilité dans les équipes, pour renforcer les managers, accélérer les transformations, comme j'ai dit, et puis aussi et surtout finalement apporter de l'analytique RH aux différentes parties prenantes. On travaille pour des startups, pour des PME et pour des grandes entreprises dont fait partie la Maïf. On est traduit dans 20 langues, on est utilisé dans 40 pays. Et on travaille, donc voilà, je vous ai mis quelques exemples avec la Maïf au cœur, mais d'autres marques que vous connaissez. Voilà. Et donc, vous faites désormais partie, si j'ai bien compris, de la French Tech Rise. L'initiative French Tech Rise. Exactement. Qui consiste à mettre en avant, si j'ai bien compris, les startups des régions, puisque vous êtes installé du côté de Toulouse. C'est ça, les startups les plus prometteuses. Voilà, c'est ça. Et en sachant que du côté du groupe Maïf, le siège social se trouve à Niort. Merci beaucoup, Stéphane, pour l'ensemble de ces éléments. On va aller vers le sujet central de ce webinaire. On va passer 1 heure ensemble sur ce témoignage croisé entre groupe Maïf et Blixo sur cette dimension d'écoute salariée. On va naturellement s'appuyer sur l'expertise d'Evelyne Leroux-Barès avec Stéphane Valère sur la manière de contribuer au pilotage de la valeur en développant une culture de la mesure. On va vous expliquer concrètement en quoi ça consiste au cours de ce webinaire. Je vous fais une courte présentation du dispositif qui va être mis en place à l'occasion de cette heure, après cette introduction. La présentation du retour d'expérience va se dérouler autour de 3 séquences. La genèse du projet, de ce dispositif d'écoute salariée, la mise en œuvre et le déploiement, et on arrivera ensuite à la phase de bilan et d'usage, voire perspective, parce qu'on imagine que naturellement ce projet va se poursuivre. Juste quelques précisions pour nos participants. Sachez que vous pouvez poser des questions tout au long de la session du webinaire, dans la partie
la partie chat. Nous allons naturellement collecter les questions. On va essayer d'y répondre soit au cours de ce webinaire dans le flux, soit à la fin au cours d'une session de questions-réponses qui devrait durer un quart d'heure. On va dire si tout se passe bien dans la présentation. Et sachez d'ores et déjà que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de RH Matin, a priori d'ici demain, et nous nous ferons un plaisir de faire un article sur RH Matin pour reprendre les principaux éléments qui ont été présentés au cours de ce webinaire. Je vous propose de rentrer dans le cœur de notre sujet du jour, sur le dispositif d'écoute salariée. On va d'abord essayer de remonter un peu vers le haut pour expliquer les enjeux et le contexte de ce dispositif. Evelyne, je propose de revenir vers vous Oui. pour expliquer effectivement quels sont les enjeux de ce dispositif d'écoute salariée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte du lancement de ce dispositif ? Tout à fait. Donc, je veux bien qu'on revienne sur la présentation, et puis je vais basculer effectivement sur le premier slide. Comme vous l'avez dit, Philippe, là, l'enjeu, c'est de vous expliquer en fait d'où vient cette idée du dispositif d'écoute salariée. On avait déjà un dispositif d'écoute avant le plan stratégique dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour autant, le plan stratégique dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc 2019-2022, qui se termine l'année prochaine, on avait un enjeu extrêmement fort autour de l'engagement. Le titre même de notre plan strat s'appelle « Engager pour demain ». Il est structuré en deux grandes parties. La première qui est celle qui va nous intéresser, qui est sur le sujet de notre singularité. Comment est-ce que finalement la Maïf continue à finalement promouvoir un modèle d'entreprise différent et aspirationnel pour l'ensemble de ses parties prenantes. Et puis le deuxième axe qui va moins nous intéresser aujourd'hui, mais qui est évidemment très important dans notre plan stratégique, c'est notre enjeu de prolonger le pivot du groupe, qui se traduit en fait dans deux grands éléments. Le premier, c'est pivoter sur notre activité traditionnelle. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, à l'origine, on est une mutuelle d'assurance sur tout ce qui est assurance automobile, assurance habitation. On a un enjeu fort d'aller élargir notre périmètre d'activité, notamment autour de l'assurance de personnes et également de services. Et puis, on a un autre enjeu que vous voyez dans la petite bulle rose, qui est pivoter vers de nouveaux horizons. Donc là aussi, que la Maïf sorte de son domaine, son camp de base, j'ai envie de dire historique, qui est celui de l'assurance, en allant finalement explorer d'autres territoires de choix. Et très récemment, par exemple, la Maïf a annoncé l'acquisition de Camif Home, qui est également une entreprise à mission. Je reviens sur notre sujet, conforter notre singularité, pour revenir sur notre sujet Blixo. Dans cet axe du plan stratégique, notre enjeu, c'est vraiment d'arriver autour de cette singularité à répondre à l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, le premier rond que vous ne voyez pas forcément très bien à l'écran, la première chose, c'est continuer à faire de l'attention sincère à nos sociétaires la source de leur satisfaction. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est numéro 1 de la relation client depuis plus de 17 ans, et c'est probablement, en tous les cas, on en est convaincu, qu'il y a un lien pour nous entre le fait que c'est au cœur de notre plan strat de faire en sorte que nos sociétaires soient totalement satisfaits et vivent une expérience finalement singulière en étant adhérents à la Maïf. La deuxième, c'est porter à nos acteurs internes une attention qui nourrit leur épanouissement. Et là, on a un enjeu très fort de symétrie entre nos sociétaires et nos collaborateurs. Et j'ai la conviction, alors pour ceux qui ont la chance d'être assurés à la Maïf, quand vous prenez votre téléphone et que vous tombez sur un salarié de la Maïf, soit parce que vous voulez déclarer un sinistre ou que vous voulez souscrire un nouveau contrat, en tous les cas, ce qui nous est dit de façon spontanée dans nos enquêtes, c'est la qualité de la relation qu'ils ont avec la personne qu'ils ont au téléphone. Et ça, finalement, c'est aussi possible si ce même salarié se sent épanoui et pleinement reconnu et en contribution au sein de l'entreprise. Les 3 et 4 autres enjeux autour de notre
de notre modèle d'entreprise. Je vais passer très, très vite. C'est évidemment pour nous continuer à jouer un rôle pionnier en renforçant l'impact positif de nos activités. Et puis le quatrième, c'est bien évidemment en tant qu'entreprise à mission, mais c'était déjà le cas avant, s'assurer que quand on parle performance non seulement, j'ai envie de dire, pour notre modèle d'entreprise, mais également vis-à-vis de nos parties prenantes, nos sociétaires, mais aussi nos partenaires et finalement tout l'écosystème qui est autour de nous. Donc, ce dispositif d'écoute, il est totalement embarqué aujourd'hui dans l'axe singularité et le sujet de l'épanouissement des acteurs internes. Parce qu'effectivement, quand on parle d'épanouissement des acteurs internes, la première question que l'on doit se poser, c'est finalement comment est-ce qu'on mesure leur épanouissement et comment finalement on peut agir dessus et qu'on en fait un levier de transformation. Donc, ce dispositif, évidemment, c'était un élément clé pour pouvoir parler d'épanouissement, le mesurer, l'animer et le piloter. Ça correspondait aussi, côté salarié, à des attentes exprimées de leur part, de voir évoluer leur quotidien de travail, de pouvoir aussi agir sur ce sujet d'épanouissement et de participer à ces changements. Et puis, ce nouveau dispositif, il s'est aussi inscrit dans un processus d'expérimentation dont je parlerai tout à l'heure. J'ai évoqué aussi le fait qu'avant ce plan stratégique, on avait déjà un outil d'écoute de nos salariés, mais ce n'était pas un outil d'expression directe. C'était ensuite un outil où on interrogeait en fait qu'un panel de personnes, alors que là, on interroge bien les 8000 salariés tous les trimestres. On est évidemment toujours sur un dispositif anonyme et on est aussi sur un questionnaire court qui porte vraiment sur le quotidien de travail de ces salariés. Et la volonté du questionnaire court, c'était aussi éviter le biais de s'éparpiller avec un questionnaire trop long. Et un questionnaire court, ça veut dire aussi faire un choix de questions qui sont toujours les mêmes et qui sont celles dont on suit l'évolution dans le temps. Ce qui évolue par rapport au dispositif de Blixo et au choix qu'on a fait dans le choix de ce partenaire, c'est qu'on a choisi d'interroger plus régulièrement tous nos salariés. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le dispositif précédent, on avait une mesure tous les mois et c'était 10% des salariés. Là, on interroge tous les trimestres les 8000 salariés. On avait ensuite un enjeu fort d'évolution dans ce dispositif. C'était vraiment d'être dans une logique de responsabilisation. Le biais de précédents baromètres, c'est que c'était finalement un baromètre qui était plutôt regardé par le top management, avec une frustration des acteurs internes qu'ils n'avaient pas de visibilité sur leur propre collectif de travail. Et ils avaient donc un sentiment de dépossession ou de manque de responsabilité aussi de leurs enjeux à l'échelle locale de leur collectif de travail. Ce dispositif d'enquête, on l'a aussi déployé en même temps qu'une vraie stratégie d'accompagnement autour de la culture du feedback et du courage managérial à la Maïf, par ailleurs. Et bien entendu, ce dispositif est également un levier au service de la culture du feedback et du courage managérial. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est évidemment un dispositif qui est au service de la transformation de l'entreprise, de l'engagement et de la performance des équipes. Et puis, on a aussi une restitution qui se fait à chaque résultat d'enquête. Quasiment dans les 48 heures, il y a une restitution qui est faite de façon transparente et régulière de chaque manager auprès de son collectif de travail et de ma part au niveau du comité de direction générale. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que vous allez commencer. Vous avez déjà un retour d'expérience puisque vous avez mené les expérimentations depuis fin 2019. Donc, ça va être intéressant par la suite d'avoir un vrai retour d'expérience sur le dispositif qui a été mis en place. Et ce qui est important à retenir en l'état actuel, c'est que ce dispositif est quand même parti effectivement d'un plan de transformation beaucoup plus vaste du groupe Maïf. Tout à fait.
Alors, peut-être j'ai choisi de vous montrer ce slide. Alors, j'espère que vous arrivez à le lire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir à la fois un choix d'indicateurs pertinents pour piloter les enjeux de performance et d'épanouissement et éviter évidemment le risque de l'éparpillement. Donc, nous avons choisi 11 indicateurs. Certains d'entre eux sont spécifiquement suivis comme indicateurs dans le cadre du plan stratégique pour justement mesurer notre enjeu d'épanouissement des acteurs. Et puis, il y en a un qui est notre indicateur chapeau, qui est l'épanouissement des acteurs et qui correspond finalement à la moyenne des 11 indicateurs. Ces indicateurs sont notés de 1 à 10. Et donc, je vous laisse peut-être les parcourir. Il y en a un premier, bien entendu, autour de l'engagement, au sens, je recommande le groupe Maïf pour y travailler. L'importance de cet indicateur, et Stéphane le redira plus tard, c'est que c'est un indicateur qui est par ailleurs existant dans plusieurs autres baromètres, que ce soit celui de Blixo ou d'autres intervenants. C'est vraiment universel. Voilà, c'est celui qui nous permet de nous comparer à d'autres entreprises. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, il y a une liste globale des 11 indicateurs. Alors, on ne va pas refaire la liste, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez impressionnante. Mais c'est donc l'engagement, le moral, l'ambiance de travail, coopération avec les collègues, compréhension stratégie, moyens, travail à distance, soutien managérial, reconnaissance, charge de travail et développement. Finalement, tous ces points, ce sont les points qui font que les gens sont bien dans leur basket à la Maïf, et ce qui permet donc à l'équipe d'Evelyne de comprendre où sont les plafonds de verre finalement de l'engagement, du bien-être, de la motivation, équipe par équipe, division par division. Et nous, en fait, quand on livre la plateforme, on la livre avec 39 questions, un jeu de 39 questions. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a fait la Maïf, c'est de réduire encore plus ce lot de questions à ce tout petit nombre pour être vraiment sur des KPI très serrés et les suivre bien. Et du coup, c'est vrai que ça demande un travail assez important en amont de déterminer la liste de ces indicateurs. Alors oui, il y a eu... Stéphane l'a dit, on était parti des propositions d'indicateurs de Blixo. Il y avait ceux que l'on suivait par ailleurs, nous, dans l'ancien square des salariés. Donc, on est parti de cette matière-là, on n'est pas parti d'une page blanche et on a fait un travail dans le cadre notamment de l'expérimentation qu'on a menée pendant 3 mois avec des managers et des collaborateurs qui étaient dans des groupes de travail. On a fait cet exercice de formulation et de recentrage sur les indicateurs qui étaient les plus parlants pour les managers, pour pouvoir animer leur collectif de travail, et ceux qui répondaient aussi, Stéphane l'a dit, à qu'est-ce que pour moi, en tant que salarié, qu'est-ce qui contribue vraiment à mon sentiment d'épanouissement. Et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs parce que cet exercice nous a permis de voir que, en fait, c'est des questions assez concrètes. J'utilise souvent cette expression, je dis que en fait, la question de l'épanouissement, elle se joue beaucoup dans les 10 mètres carrés autour de moi. Les gens avec qui j'interagis au quotidien, mon ambiance de travail, les moyens qui sont mis à ma disposition. Et c'est vraiment ça qui nourrit et mon sentiment de reconnaissance et mon épanouissement. Oui, effectivement, ça va être assez intéressant. Je regarde en même temps le fil de chat parce qu'il commence à y avoir des discussions, des questions plus précisément sur les premiers résultats. Donc, je propose en fait d'avancer sur la présentation parce que je sens bien qu'il y a certaines impatiences de savoir jusqu'où vous avez poussé ce dispositif et quels sont les premiers résultats. Stéphane, juste avant de passer sur la phase de mise en œuvre et de déploiement, sur cette partie genèse, en fait, comment s'est passée la jonction avec Groupe Maïf et vous avez travaillé concrètement combien de temps pour mettre en place ce dispositif avec Groupe Maïf? Alors, je parle sous le contrôle d'Evelyne. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la démarche de la Maïf qui a voulu non pas acheter une plateforme
juste avec un cahier des charges, des tableaux avec des croix et des fonctionnalités, mais qui a vraiment testé. Vous voulez en parler peut-être, Evelyne? Oui, je peux peut-être. Alors, je veux bien, Philippe, qu'on rebasculer sur ma présentation. Donc, effectivement, je l'ai un peu évoqué. On a lancé une expérimentation en 2019 de 3 mois où on a donc impliqué des salariés, quand même plus de 10% de notre effectif, et pendant lequel on a testé 2 outils. Donc Stéphane l'a dit, on n'a à la fois pas pris l'outil de Blixo sur étagère, on a en tous les cas fait des choix d'adaptation, mais par ailleurs, on avait aussi testé un autre provider en parallèle de Blixo. Et ça, très un test à honnêtement, assez grande échelle, hein, effectivement, franchement. voilà, et c'était Ouais. resté à grande échelle. Je pense vraiment, enfin pour moi, c'est un facteur clé de succès de la phase ensuite de déploiement, parce que c'est aussi dans cette phase d'expérimentation et qu'on a affiné notre sujet de questions, qu'on a aussi traité les sujets de confidentialité, de maille d'équipe. J'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure, donc je vais y répondre. Et c'est aussi là, finalement, comme souvent dans la conduite de changement, on se rend compte que la phase d'appropriation, elle commence dans ces phases d'expérimentation, puisque finalement, les 700, ils ont fait avec nous le choix de Blixo, et ça nous a permis de nous-mêmes, finalement, de mieux qualifier ce que l'on voulait et ce qu'on ne voulait pas à travers cette phase d'expérimentation. Et donc, quand on a basculé dans le déploiement avec Blixo, il y avait déjà finalement 10% des managers qui étaient déjà embarqués avec nous et qui étaient déjà des ambassadeurs de ce déploiement. Voilà, Donc ensuite, ce déploiement, comment on l'a conçu? On l'a conçu de façon progressive, dans une logique de vague. Là, j'ai envie de dire rien de très original. On l'a déployé en 18 mois. À l'origine, pour être honnête, on avait prévu de le déployer en 12 mois, mais le Covid étant passé par là, on a dû revoir aussi notre ambition dans nos vagues de déploiement. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une dernière vague, mais nous avons vraiment déployé l'ensemble de notre dispositif à l'échelle de l'entreprise. Et on a évidemment accompagné ce déploiement par un parcours de formation dédié pour les managers, dont je vais peut-être parler juste après. En fait, je vais juste compléter ce que vous disiez, Evelyne. En fait, c'est vraiment très intéressant, les vagues qui ont été faites à partir du test, où effectivement le test sert à comprendre ce dont on a vraiment besoin et à voir si les équipes utilisent. Parce que finalement, si les équipes n'utilisent pas, il n'y a pas de données. S'il n'y a pas de données, on n'en fait rien. Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est les RH continus. Ça ne s'arrête jamais, ça tourne, c'est du feedback continu. Et techniquement, finalement, on aurait pu très bien déployer en quelques jours. C'était pas du tout compliqué. Ce qui a été intéressant, c'est de prendre le temps d'acculturer, d'accompagner, et de surtout accompagner à la transformation, parce que finalement, ça transforme un peu la façon de travailler ensemble. C'est un peu une mise en abîme. C'est un outil qui aide à transformer, mais qui lui-même transforme. Et c'est vrai que c'est un nouvel outil qu'il faut apprendre à maîtriser, d'où cette expérimentation dès 2019, ce qu'on appelait, j'imagine, à l'époque un POC, un Proof of Concept, ou voire un pilote, parce que là, du coup, on a dépassé quand même un peu le POC, vu le nombre de salariés qui sont impliqués. Mais ce qui est assez intéressant, du coup, si j'ai bien compris, après les 6 vagues de déploiement, c'est que ça concerne donc globalement les 800 managers du groupe Maïf. Et ça touche aussi, du coup, les 8000 salariés, Evelyne, c'est bien ça? Tout à fait. Les 8000 salariés, également nos salariés qui sont dans les filiales. Quand tout à l'heure, je vous ai montré l'ensemble du groupe Maïf, on a évidemment déployé ce dispositif à l'ensemble du groupe. D'accord. Je vous propose de continuer la présentation. Je veux bien faire un petit point sur effectivement le parcours d'accompagnement. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement un enjeu de déploiement de l'outil dans le sens je sais l'utiliser, mais il y a vraiment derrière un enjeu de transformation majeure pour les managers et pour les collaborateurs autour de ce que j'ai appelé la culture du feedback et aussi la culture du courage managérial. Donc, sur le premier pan, on a eu évidemment une première étape
où là, c'était vraiment ce qu'on a appelé la phase d'appropriation pour les managers. Donc là, vous voyez apparaître en orange ce qui a été de l'accompagnement fait par Blixo ou par une équipe dédiée. Et puis en rose, les actions qui ont été vraiment menées par le manager. Donc en orange, il y a eu évidemment un tutoriel de 10 minutes en distanciel de l'outil Blixo. Donc là, on est vraiment sur je me familiarise avec l'outil, j'apprends à naviguer dans l'outil. Je tiens à dire que c'est un outil qui est hyper intuitif et ce premier enjeu d'appropriation de l'outil, il s'est fait de façon assez rapide. On a eu ensuite des ateliers d'interprétation des résultats et de passage à l'action. Donc là, au-delà de l'outil, on a vraiment accompagné les managers à comment je lis les résultats, que ce soit les résultats des notes, mais aussi le résultat des verbatim. On en parlera tout à l'heure parce que c'est assez riche en verbatim, ces baromètres. Et puis surtout, qu'est-ce que j'en fais et comment j'utilise cette matière, cette data, c'est l'expression que Stéphane a utilisée tout à l'heure, qu'elle soit quanti ou quali, pour passer à l'action. Donc là, c'était des modules de 2 heures. Il y a eu une dizaine d'animateurs chez nous qui ont porté cet accompagnement. Et puis, il y a eu évidemment ensuite, dans la phase 2, très important aussi, donc là, tout au long du déploiement, une mise en pratique avec leur collectif de travail. Donc, les managers ont restitué à leurs équipes et on a eu ensuite de nouveau des points de suivi et de réunion d'échange entre eux, ce qu'on a appelé des ateliers de partage et de pratique, pour qu'ils puissent échanger sur ce qui s'est fait facilement, ce qui s'est fait plus difficilement dans la restitution aux équipes et aussi dans la problématique de passage à l'action. Et ça, vous le verrez, et je serai assez franche avec vous, cet enjeu-là aujourd'hui des réunions de partage de pratiques et de parler des difficultés de restituer les résultats et de se mettre en mouvement, on a eu des vrais questionnements et on a eu des vraies difficultés autour de ce sujet-là, d'où l'importance pour moi de vraiment mettre en place ces ateliers de partage tout au long du déploiement du dispositif. Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. Merci pour la transparence, en tout cas, Evelyne, effectivement, sur la mise en œuvre de ce dispositif. C'est vrai que c'est impliquant pour l'ensemble du groupe, hein, à la fois pour les managers et pour les salariés. Et on peut imaginer effectivement le travail d'évangélisation qu'il faut réaliser en interne pour adopter ce dispositif, pour approuver ce dispositif et pour faire participer finalement tout le monde à ce système d'écoute des salariés qui est quand même assez innovant à une taille d'un groupe comme Groupe Maïf. Philippe, ce qu'on peut peut-être faire, c'est montrer un peu à quoi ça ressemble, puisque Evelyne a beaucoup évoqué donc, le travail fait par les équipes avec Blixo. Peut-être que on peut prendre 2 minutes, je peux vous montrer quelques screenshots. Oui. Alors. Donc là, donc en fait, l'idée de ce que je disais tout à l'heure, très rapidement, c'est l'idée finalement, c'est de collecter des feedbacks, d'avoir de l'analyse et des insights. C'est ce que disait Evelyne à l'instant. Tout ça, ça génère soit de la recommandation d'action par la plateforme, on va le voir, soit les gens eux-mêmes. Et puis finalement, on s'aperçoit, et ça c'est issu d'une étude Gartner, que ça a un impact sur bon nombre de morceaux de DRH, ça touche beaucoup de choses, et ça repart en fait. C'est ça l'intérêt, c'est que finalement une transformation, ça ne se fait pas par un grand pas, c'est une série de petits pas, et ça permet à chaque petit pas, donc là finalement c'est les trimestres à la Maïf, à chaque petit pas de s'assurer que tout le monde est bien embarqué, tout le monde est dans le train et on va bien dans la bonne direction. Alors concrètement, en fait, je vous ai mis quelques photos d'écran. Là, vous voyez, c'est un audit en temps réel, c'est-à-dire qu'au moment où l'enquête est arrêtée, donc c'est des données fausses, hein, mais l'enquête est à l'instant, à la seconde même où l'enquête est terminée à la Maïf, à la seconde même, tous les gens qui ont accès aux résultats, ça, Evelyne va sans doute en parler, les gens ont des tableaux de bord faciles à comprendre. Donc là, par exemple, avec les forces et les faiblesses de leur équipe, finalement, quels sont les items qui
qui fonctionnent le mieux par rapport à la dernière enquête et quels sont ceux, au contraire, qui régressent. Là, je vous ai montré un tableau qui me paraît intéressant. Vous voyez, on a les différentes thématiques qui sont étudiées et chaque point représente une question qui a été posée sur la thématique, qui est posée sur un axe horizontal de 0 à 10, donc c'est la note moyenne, et l'axe vertical, c'est l'impact sur l'engagement. Donc on s'aperçoit, donc faible impact, impact modéré et impact fort. Et on s'aperçoit que finalement, cette note-là, qui n'est pas très bonne, elle a finalement un impact modéré sur l'engagement. Il est peut-être plus intéressant de travailler sur celle-ci, qui n'a pas non plus une note très bonne, mais qui est beaucoup plus haut en termes d'impact, donc il y a sans doute un levier plus fort. Ça permet aux différents utilisateurs de choisir, de prioriser, et donc on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça, donc de savoir où mettre son énergie pour avoir le plus d'impact possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des systèmes de tri, de filtres, qui permettent vraiment en un clic de voir ce que ça peut donner pour différentes populations. Et là, je me suis amusé à le faire, regardez, sur 2 populations qui sont les hommes et les femmes dans une entreprise, dans cette entreprise fictive. Vous voyez que là, c'est pour l'entreprise, et si on repasse sur les hommes et les femmes, les hommes, le nuage de points reste assez groupé, mais les femmes, il y a un point qui monte en flèche ici, ce point-là, moi je connais les couleurs, etc., mais si on passait dessus sur la plateforme, ça vous dit exactement ce que c'est la visibilité sur la carrière. Ça dit bien, dans cette entreprise, les femmes disent, moi, en fait, je ne comprends pas très bien où je peux aller dans cette entreprise, et là, les mathématiques qu'il y a derrière, l'algorithme dit, ce point-là, sur les femmes, il a un impact énorme sur leur engagement. Donc, voilà, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir des tableaux de comparaison. Vous voyez là, par exemple, on compare, donc là, c'est tous les sujets qui sont étudiés dans la colonne de gauche, et puis les colonnes de droite, c'est selon l'ancienneté. Et on voit, par exemple, dans la colonne complètement à droite, les gens qui sont là entre 6 mois et 2 ans ont plus de soucis que les autres. Les notes sont moins bonnes sur des soucis d'adhésion, de clarté de la stratégie, de communication de la stratégie et de visibilité sur la carrière. Et puis, je pense que la dernière avant-dernière, c'est un petit outil de profilage qui est intéressant, et qui dit, voilà, quel est le profil des gens qui mettent les meilleures notes et qui ont le meilleur taux d'engagement, comment l'expliquer, et quels sont ceux qui mettent les moins bonnes notes. Et donc là, on voit par exemple que ceux qui ont besoin d'aide, c'est des gens plutôt de Marseille, des hommes, et qui travaillent dans l'entrepôt. Alors que ceux qui sont le plus engagés sur ces sujets-là, c'est plutôt les gens de l'informatique, du codir et du marketing. D'accord. Voilà. Et dernière chose, comme ça j'aurais fini de montrer tout ça, et ça permettra vraiment de donner du concret pour la suite des explications d'Evelyne. Il y a différents outils pour générer des rapports, et entre autres un outil de PowerPoint qui est entièrement modulable, enfin vraiment en un clic, on génère tout ça en PowerPoint. Ça permet d'aller vers les équipes et de partager très facilement, en fait, d'intégrer des slides à d'autres présentations. Donc le but, c'est que les données ne restent pas des données, les données passent à l'action. Ouais, qu'elles puissent être exploitées à la fin. Merci Stéphane pour l'ensemble de ces éléments. On a vu effectivement que la puissance de Blixo en termes de présentation visuelle des résultats, capacité de benchmarker aussi les données, et puis cette capacité de fournir au final finalement des éléments très synthétiques qui servent à vos clients. Merci Stéphane. Evelyne, je propose de revenir vers vous sur la suite de la présentation du retour d'expérience du groupe Maïf. Si j'en crois les slides, on poursuit du coup la mise en œuvre et le déploiement, c'est ça, oui. Avec la partie des analyses de données, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça, ça va faire la transition avec ce qu'a montré Stéphane. Ça, c'est vraiment le one-page summary de l'enquête et la façon dont on restitue en fait sur un slide les principaux indicateurs. Donc, celui en haut, vous le voyez, c'est l'épanouissement des acteurs, c'est notre fameuse moyenne de nos 11 questions. Le INPS, qui est l'indicateur sur l'engagement, qui est celui sur lequel on peut se comparer avec d'autres entreprises. Et puis, pour reprendre la sémantique de Blixo que Stéphane a utilisée, on voit aussi, en tous les cas à mon niveau, par exemple, très rapidement, les entités qui vont bien, les entités qui ont besoin d'attention et d'aide, et
les populations spécifiques sur lesquelles il y a effectivement des points de sensibilité ou d'insatisfaction. On suit bien évidemment le taux de participation avec son évolution. Et ça, je le souligne parce que sur notre précédent dispositif, on avait un taux de participation de 40%. Alors qu'on n'interrogeait d'ailleurs que 10% des gens tous les mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais malgré tout, ces 10% des gens qui étaient interrogés tous les mois, donc les 800, il n'y en avait que 300 qui répondaient. Ce qui moi, finalement, c'est presque l'indicateur. Le taux de participation, pour moi, c'est le taux d'utilité, en fait. C'est est-ce que ça m'est utile en tant que manager et est-ce que le collaborateur a le sentiment qu'en répondant, il va aussi y avoir une discussion dans son collectif de travail et donc une utilité sur ma réponse est lue et elle devient un sujet dont on discute en collectif. Donc, le taux de participation, pour nous, c'est un vrai succès et c'est un vrai indicateur de l'appropriation de l'outil et de son utilité, puisqu'on est aujourd'hui à 70% de taux de participation, ce qui est quand même honnêtement, on ne s'était pas fixé ça comme objectif pour être tout à fait honnête. Voilà. Et puis, de façon très synthétique, on voit également, et là c'est beaucoup lié aussi à l'analyse des verbatims, ce que sont les facteurs de satisfaction de cette enquête du trimestre, et puis les leviers d'action et les sujets d'attention. Voilà. Et ça va peut-être me permettre de répondre en creux à une des questions que j'ai vues dans le fil. En fait, l'analyse des résultats se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau global entreprise. Et là, la page que je vous montre, c'est les résultats globaux de l'entreprise. Elle se fait bien entendu par filiale. Elle se fait par direction. Et elle va jusqu'à la maille du collectif le plus bas, qui est pour nous, il faut qu'il y ait au minimum 5 répondants pour que le manager puisse avoir accès aux résultats. On avait à la fois un enjeu de confidentialité pour ne pas descendre en dessous de 5 et on avait aussi un enjeu que c'est un outil qui doit aider les managers à piloter leur climat social et leur collectif de travail. Donc, c'est extrêmement important que les résultats puissent être lus à la maille la plus fine. Voilà. Ouais, c'est effectivement important de suivre ce taux de participation en vue finalement de prendre derrière des initiatives pertinentes pour vis-à-vis des salariés pour accompagner ce mouvement. Ce taux de participation est vraiment très important pour que l'outil soit crédible. C'est ça, exactement. Et pour compléter en fait ce que disait Evelyne, en fait sur cette maille fine, c'est la Maïf qui a la main pour créer des droits d'accès en fait. On peut très bien dire à un patron de BU qui voit lui les résultats de toute sa BU et qui peut aller filtrer sur des sous-équipes. Et un manager d'une équipe de 15 personnes aura exactement le même outil, mais avec uniquement dans son périmètre comme data. Evelyne, je crois qu'il y a une partie sur la partie de l'analyse des verbatims, c'est ça? Oui, sur l'analyse des verbatims, c'est quelque chose que je voulais partager parce qu'aujourd'hui, dans chaque enquête, on a à peu près 12 000 verbatims. On récolte 12 000 verbatims et là aussi, on fait de l'analyse sémantique, comme on le fait d'ailleurs avec nos sociétaires. Et cette analyse des verbatims, elle est hyper intéressante et hyper importante parce que ça nous permet à la fois, à travers l'analyse qu'on en fait, comme vous le voyez, de voir finalement quels sont les sujets prioritaires qui reviennent et qui sont exprimés le plus souvent par les salariés, et est-ce que ce qui en est dit a plutôt une connotation positive ou négative. Donc, on voit par exemple que tout ce qui tourne autour du collectif et de l'ambiance de travail, c'est le sujet sur lequel on a le plus de verbatims, et c'est des verbatims qui sont très largement positifs. Idem pour l'accompagnement managérial, et particulièrement d'ailleurs, je dois le dire, en période Covid, où il y a eu évidemment à la fois une perte de la présence physique, et où c'est probablement dans cette période-là finalement que le sentiment d'accompagnement et de proximité a été le plus fort, avec des verbatims très positifs.
Le sujet de la reconnaissance aussi, le sujet de la charge de travail, où là, on voit que pour le coup, c'est un sujet où en majorité, les verbatims relèvent d'un caractère négatif. Et le télétravail et le travail à distance, là, je ne surprendrai aucun RH qui est connecté sur le fait que là, on a du positif et on a aussi du négatif et du neutre. Et ensuite, on a par sujet, qu'est-ce que les salariés nous disent en majeur à travers ces verbatims. Ouais, Voilà ce que je voulais vous dire. Effectivement, on voit tout l'intérêt de ce type d'outil lorsque les périodes deviennent un peu compliquées, comme on l'a vécu avec la crise Covid, ce type de dispositif pour être vraiment à l'écoute des salariés et de savoir ce qui se passe, même lorsqu'ils sont à distance, parce que là, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour les managers de suivre l'engagement et la performance des salariés à partir du moment où le travail à distance se développe à grande échelle. Je vous propose d'avancer un peu sur la présentation parce que l'heure avance très rapidement. Il est 11h45 et on a encore une troisième grande partie tout aussi intéressante sur le bilan et les résultats de ce dispositif. Evelyne, je reviens vers vous. Concrètement, cela fait maintenant un peu plus de 2 ans que vous avez mis en place ce dispositif. Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? Alors, dans ce petit slide, en tous les cas pour nous, on a matérialisé là, en fait, à quoi sert ce dispositif et qu'est-ce qu'il nous permet de faire ? Évidemment, améliorer la qualité de vie au travail. Et dans améliorer la qualité de vie au travail, je vais prendre des sujets extrêmement concrets, parce que ça peut être soit des sujets très global entreprise, effectivement, qui vont être portés par une politique, mais ça peut être aussi des sujets extrêmement pragmatiques à la taille des équipes. Et il y a eu, en fait, dans les plans d'action, il y a 2 natures d'action. Ça peut être soit quelque chose qui relève plus de ma direction et qui est comment nous, est-ce qu'on infléchit une politique pour répondre à un besoin exprimé par les salariés. On avait notamment un vrai sujet autour de la reconnaissance. Vous l'avez vu que c'était une de nos questions. Et on a évidemment non seulement réfléchi à ce que ça voulait dire la reconnaissance et comment est-ce qu'on pouvait changer nos politiques RH pour nourrir ce sentiment de reconnaissance. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, on est plutôt on a négocié un nouvel accord. Notre accord est en train d'être déployé et on essaye de suivre justement cet indicateur pour voir s'il a progressé au regard des nouvelles politiques RH que nous avons mises en place. La qualité de vie au travail, pendant la crise Covid, il y a eu évidemment pas mal de remontées sur les collectifs qui disaient manquer d'interaction. Il y a des collectifs qui ont décidé à l'échelle locale de mettre en œuvre, par exemple, un quiz musical à distance, qui ont décidé finalement de mettre en place des animations pour animer leur collectif. Suivre les équipes durant une transformation, ça c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement important pour nous. Il y a à la fois les transformations au niveau global entreprise, mais il y a aussi, on a déployé l'agilité par exemple au sein de la Maïf et au sein de la direction informatique. Il y avait un enjeu très fort pour eux avec la possibilité à travers le module Ask d'aller poser des questions spécifiques à leur collectif de travail pour finalement piloter et suivre leur propre transformation côté direction des systèmes d'information. Voilà, je passe vite parce que je vois qu'il nous manque du temps. Et évidemment, l'enjeu majeur, c'est de piloter et de suivre les actions qui ont été mises en œuvre. Mais on voit que les actions vont forcément être de différentes natures. Orienter les décisions et les politiques RH, c'est évidemment un levier plutôt global entreprise. Agir sur un sujet local, améliorer la qualité de vie au travail, ça peut prendre évidemment différentes déclinaisons. D'accord, je vous propose d'avancer effectivement. Voilà, un bilan rapide du dispositif, je l'ai dit tout à l'heure. Retenez qu'il y a la note de satisfaction globale que l'on obtient du dispositif, elle est de 3 sur 4 sur l'usage du dispositif, son intérêt. Donc ça, c'est pour nous aussi un vrai facteur de réassurance. La qualité aussi de ce qu'on récolte comme data à travers les verbatims. Je vous l'ai dit, en moyenne, on a plus de 12 000 verbatims
chaque trimestre que l'on récupère dans nos enquêtes. Et donc, en moyenne, plus de 5600 personnes qui répondent. Oui, c'est vraiment très, très impressionnant les éléments que vous nous fournissez finalement, parce qu'avec le recul, là, du coup, on voit bien que vous avez quand même accumulé une masse de données qui sont très intéressantes à analyser pour évaluer, mesurer l'engagement et la performance des salariés de Groupe Maïf. Et alors peut-être pour conclure et puis pour vous dire évidemment un bilan plus qualitatif sur ce qui fonctionne bien et ce qui nous reste encore aujourd'hui à affiner. Ce qui fonctionne bien en vert, je pense que je l'ai dit, hein, le déploiement est globalement réussi. La prise en main de l'outil s'est faite de façon extrêmement fluide et l'outil est vraiment considéré comme un outil très intuitif. Hein. Le manager, Stéphane l'a dit, il peut télécharger le format PDF qu'il souhaite, il peut choisir les indicateurs qu'il veut suivre. L'animation, pour moi, a été vraiment un facteur clé de succès et elle est extrêmement importante pour garantir le succès du dispositif. Et puis, les restitutions sont vraiment devenues systématiques. C'est vraiment devenu un marronnier, je pense, dans la vie des collectifs de travail. Ce qui nous reste à ajuster, c'est qu'aujourd'hui, on a certaines modalités qui sont remises en question, notamment la fréquence du trimestre par rapport à la difficulté d'avoir juste les actions qui produisent leurs effets. Hein. Donc, on s'interroge là-dessus pour être tout à fait franc avec vous et on va probablement décider de réduire la fréquence de l'enquête et de ne faire une enquête peut-être que 2 à 3 fois par an. On a également eu évidemment la modalité, la question de l'anonymat et de la maille de l'équipe. On souhaite rester sur une maille de l'équipe la plus fine possible parce qu'on veut que ce soit un dispositif qui soit utilisé au plus près du terrain. Donc, on va rester sur une maille jusqu'à 5 répondants. Et puis, on a toujours des questions sur l'anonymat ou le non-anonymat qui est en lien avec le point de sensibilité du dessous dont je voudrais parler. C'est que au-delà de l'outil, la restitution des résultats, elle n'est pas toujours facile pour les managers. C'est-à-dire quand ils se connectent sur l'outil et qu'ils voient les résultats et qu'ils lisent les verbatims, c'est pas toujours facile à recevoir. Déjà parce que parfois, la façon dont les gens l'écrivent et s'expriment n'est pas non plus toujours très respectueuse. Et le manager en face de son écran, voilà, parfois c'est des choses compliquées à recevoir. Et donc là, il faut vraiment qu'on continue à les accompagner, mais on a un enjeu culturel très fort à la Maïf autour de la culture du feedback, la culture du oser dire, et puis comment est-ce qu'on aide le manager aussi après quand il fait sa restitution à faire en sorte que les collaborateurs aient aussi le courage de dire oralement ce qu'ils ont pu écrire dans l'enquête, parce qu'il ne s'agit pas non plus, enfin moi je veux absolument éviter le biais des réseaux sociaux où sous couvert d'anonymat, on peut dire à peu près n'importe quoi et surtout n'importe comment. Donc, on encourage aussi les collaborateurs à dire quand vous écrivez quelque chose, c'est quelque chose que vous vous sentez capable de dire oralement lorsqu'il y aura la restitution avec votre collectif de travail. Et puis, notre troisième enjeu, c'est aussi évidemment un enjeu de passage à l'action parce qu'aujourd'hui, ce passage à l'action, il reste encore à géométrie variable. Il se fait à plusieurs vitesses selon les collectifs de travail et selon les managers. Oui, justement, pour rebondir sur cette dimension de passage à l'action, on a une question sur le chat. Concrètement, quels sont les plans d'action qui ont été mis en place à la suite de ces analyses? Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret finalement d'un plan d'action établi sur la foi des données fournies par la plateforme Bixo? Je peux vous donner alors des éléments de passage à l'action très, très locaux autour de recréer des moments de convivialité en période Covid où on ne peut pas se voir. Il y a plein de collectifs qui ont mis des actions en place autour de ça. J'ai en tête aussi, dans le cadre d'un enjeu de transformation assez fort, là, pour le coup, côté métier sinistre, il y a eu des plans d'action très concrets parce on s'est rendu compte que dans le cadre de cette transfo, il y avait des salariés qui étaient en souffrance, qui manquaient de visibilité sur ce qui allait se passer. Et donc, là, il y a eu des plans d'action extrêmement concrets d'accompagnement auprès de ces collectifs de travail sur redonner du sens sur
l'enjeu de transfo de leur direction et les accompagner en proximité. Et puis, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de politique RH. Hein. Donc, si je suis même à une échelle globale entreprise, on a eu des plans d'action très concrets, mais là, pour le coup, qui ont pris plus de temps, d'infléchir des dispositifs RH pour venir traiter des points de souffrance. Et on a aujourd'hui un énorme chantier devant nous, pas encore adressé, qui est le sujet de la charge de travail. J'aimerais compléter, en fait, on a développé, d'ailleurs, en collaboration, en partenariat avec la Maïf, un module qui est destiné à ça, en fait. L'idée, c'est, je vous montrer rapidement, c'est de passer des données à l'action. Et donc, c'est un module qui est directement lié à Pulse, l'outil d'enquête, pour engager à l'action avec des dates, des to-do list, et qui permet en fait au DRH donc ça, chaque manager peut créer ses actions, et ça permet aussi au DRH de suivre où ça bouge, sur quel sujet, et revenir un peu sur ce qui s'est passé dans l'année. Très bien. J'avais une question. Il nous reste 5 minutes, donc c'est passé très vite cette session de webinaire, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éléments qu'on aurait pu vous présenter à l'occasion de cette session. Juste pour conclure, Evelyne, je crois que le groupe Maïf se pose des questions sur le rythme d'enquête que vous souhaiteriez faire évoluer ou adapter. Quelles sont les principales problématiques autour de cette dimension de fréquence d'enquête? C'est vraiment la problématique du passage à l'action. C'est-à-dire d'avoir le temps finalement, parce que 3 mois, les managers nous disent c'est des boucles beaucoup trop courtes, puisque ne serait-ce que la restitution, quasiment tout le monde le fait dans la semaine ou dans les 15 jours maximum. C'est déjà exigeant. Hein. Je vois qu'il y a une question sur quels sont les moyens dédiés à l'analyse des données et à la restitution. Ben oui, ça prend un peu de temps aux managers de lire les résultats, de choisir le reporting et de se dire dans ma réunion d'équipe de mardi, comment j'ai envie de le restituer. Après, l'intérêt, je trouve, de maintenir quand même une fréquence suffisante, c'est que ça devient aussi une pratique, c'est comme le sport. Hein. J'ai l'habitude de restituer mes résultats, donc je suis de plus en plus à l'aise quand le retour de l'enquête suivante arrive. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on trouve un juste équilibre entre continuer à ce que ça devienne vraiment un jalon que les managers et que les collaborateurs attendent, qui est complètement ancré, j'ai envie de dire, dans leur rituel d'équipe, et éviter peut-être… Aujourd'hui, 4, c'est vrai qu'on a un sujet de passage à l'action. Et très concrètement, 4, si on divise les 12 mois en 4, on a aussi la problématique qu'on a une enquête qui démarre, qui se fait en juin, et l'autre se fait en septembre. Et les salariés nous disent, mais au milieu, il y a l'été, et honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, ces 2 unités de temps ne me sont pas utiles. Voilà. Et j'en profite, quel est le pourcentage de répondants? 5600 personnes en moyenne, c'est tout simplement, on interroge 8000 personnes, on a en moyenne 70% de répondants. Ça fait 5600 personnes qui répondent en moyenne à chaque trimestre. Mais le sujet de la fréquence, c'est vraiment chaque entreprise a sa culture, sa problématique. Il y a des entreprises qui font ça toutes les semaines et d'autres, au contraire, qui étendent. Et c'est ça l'intelligence, c'est d'adapter à son besoin. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que les taux de participation sont élevés. C'est une très bonne question de se poser ça. Evelyne, une dernière question peut-être pour boucler cette session un peu perspective. Finalement, vous parliez tout à l'heure d'un plan stratégique qui finit à 2022. Est-ce que vous, déjà, vous projetez finalement au-delà de 2022 sur cette dimension d'engagement, d'évaluation de l'engagement et de la performance? Est-ce que vous dites que là, ça y est, on a vraiment les premiers fondements très importants. On va accélérer ça dans le prochain plan. Est-ce que vous travaillez peut-être déjà sur ce plan? Oui, alors déjà, vous savez, je me méfie toujours de la nouvelle idée, la nouvelle bonne idée qui chasse l'ancienne. Je trouve qu'on a toujours un enjeu énorme en RH à ancrer les choses. Donc, ça ne fait quand même que 18 mois qu'on a déployé ce dispositif. Ça ne fait que quelques mois qu'il est déployé à l'échelle de l'entreprise. On a tous vécu en plus une période particulière avec le Covid. Donc, moi, je vais vous dire, mon enjeu numéro 1, c'est que là, il va falloir qu'on s'ajuste sur la fréquence. Donc là, on va prendre la décision assez rapidement.
mais il faut vraiment que ce baromètre soit installé de façon naturelle dans le rituel des équipes et qui devient vraiment un outil de pilotage au service de l'engagement et de l'épanouissement des acteurs. C'est mon objectif numéro 1. Après, dans le cadre du prochain plan stratégique, vous le savez, on est devenu entreprise à mission. Je pense que se posera par ailleurs la question pour nous de comment est-ce qu'on est capable demain, à travers un label ou quelque chose qui sera fait dans le cadre d'entreprise à mission pour aller essayer de comprendre qu'est-ce qui rend l'engagement des salariés de la Maïf entreprise à mission différent des autres. Mais ça, pour moi, c'est un sujet du prochain plan strat et c'est un sujet que je verrai au niveau global, direction générale par rapport à l'enjeu d'entreprise à mission. Mais moi, en tant que DRH, mon enjeu, c'est que cet outil devient un outil finalement dont le manager et les collaborateurs ne veulent pas et ne peuvent pas se passer. Evelyne, merci beaucoup. Je propose de terminer cette session webinaire sur cette conclusion avec un peu d'ouverture sur ce qui pourrait se passer sur l'évaluation, l'écoute, l'engagement et la performance au sein du groupe Maïf. Stéphane, Valère, merci également de votre participation pour Blixo. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Maintenant, ça va venir assez rapidement en tous les cas. Je rappelle à tous nos participants que ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne RH Matin sur YouTube, disponible assez rapidement, et nous ferons dans la foulée un article sur RH Matin. Je remercie à nouveau Evelyne et Stéphane pour votre participation à ce webinaire, retour d'expérience très intéressant. Et c'est vrai qu'on aimerait en avoir davantage de ce type, de cette qualité sur Newstank RH. Merci beaucoup pour vos contributions et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée à vous tous. Merci. Au revoir.